Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à cette émission. Vous êtes à quelques années ou seulement quelques mois de votre départ à la retraite. Vous ne savez toujours pas comment s'y prendre, par où commencer, par envisager l'après-vie professionnelle. Anticiper le départ à la retraite est essentiel pour préparer votre transition vers la retraite. Mais comment? Existe-t-il des solutions pour préparer sa retraite au mieux? Comment s'y prendre pour limiter l'impact psychologique de ce changement social? Nous y consacrons quelques numéros. Pour parler de la préparation à la retraite, deux invités, M. Denis Botchekbo, il est commissaire divisionnaire à la retraite. Vous avez été également enseignant. Bonjour M. Denis et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Vous partagez ce plateau avec Madame Ariane Dogué, épouse Quenom. Vous êtes gestionnaire des ressources humaines. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous. Bienvenue, chers téléspectateurs. Avec vous deux, on parlera de comment planifier efficacement son départ à la retraite. Monsieur Botchekbo, avant de suivre l'élément témoin, pour vous, ça a commencé quand et par quoi? La préparation à la retraite. Oui. Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement. Je vous en prie. De ce que vous avez abordé un sujet existentiel. C'est un sujet qui est abondamment abordé dans la cité, mais en réalité, pas avec les sachants. Pas avec ceux qui véritablement peuvent apporter quelque chose à cette problématique-là. Alors donc, quand on dit on veut faire une préparation à la retraite, si nous allons commencer tout de suite à faire une littérature abondante, nous allons passer à côté. C'est pourquoi il est important de revenir, de mon point de vue, sur un certain nombre de thématiques. Oui. Nous allons revenir sur cette thématique après l'élément. Pour vous, concrètement, quand est-ce que ça a commencé, votre préparation? Il y a 3 ans, vous êtes à la retraite maintenant, depuis 3 ans. Oui. À quel moment de votre vie professionnelle vous avez commencé? J'ai un peu de difficulté à répondre à cette question parce que, en réalité, comme le dirait l'autre, chaque être qui naît est assez vieux pour mourir. C'est ça. Donc la retraite se prépare le premier jour où on prend service. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et c'est là toute ma difficulté. De toute façon, moi, j'ai commencé à penser à ma retraite 5 ans après ma prise de fonction. D'accord. Oui, environ. 5 ans après votre prise de fonction, pour des raisons particulières? Non, pas pour des raisons particulières. Vous savez, quand vous commencez le travail, on pense à tout et à rien à la fois. D'accord. Mais on en prend conscience lorsqu'on commence à vivre un certain nombre de réalités de la société. D'accord. Nous allons sur l'élément témoin. On revient après pour continuer la discussion. Dès que tu fais tes travaux et tu trouves un peu d'argent là, tu achètes ce qui peut te donner l'argent plus tard, c'est de faire la location. Construire un peu par-ci, par-là. De là, en retraite, tu peux gérer par ça. Dans le public, c'est le Fonds national des retraités. Dans le privé, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Et tout cela, ce sont des cotisations. Oui, pour préparer la retraite, des fois, ça surprend. Parce que vous voyez qu'il y a encore le temps. Mais ça surprend. Préparer sa retraite, c'est être prévoyant. Et si on trouve un peu d'argent, il faut au moins économiser un peu dedans. Une très bonne retraite, il faut s'occuper des enfants. Si Dieu t'a donné des enfants, si tu vois que un parmi eux ou bien 2 ne veut pas étudier, tu l'orientes directement dans un centre d'apprentissage. Et que si chacun d'eux a eu son boulot, à être eux-mêmes, toi, papa, maman, vous êtes heureux. Vous avez bien envie de le faire.
Mais vous êtes réduit seulement au salaire. Si vous n'avez pas, au moment où vous étiez en fonction là, si vous n'avez pas des activités parallèles, c'est un peu difficile. Surtout dans l'enseignement, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez seulement avec une parcelle, avec une petite chambre. Mais si vous avez la chance, et puis votre papa est à faire un peu, la continuité n'est plus si difficile. Voilà quelques citoyens qui ont accepté nous dire comment est-ce qu'ils envisagent préparer leur retraite. Madame Quenom. Oui, merci beaucoup, merci pour l'honneur. Alors, comme l'a dit le doyen tantôt, merci à vous. Vous avez dit que 5 ans après, vous avez commencé à préparer votre retraite. Je vous en félicite, je vous dis merci. Mais de mon vécu, oui, en tant que gestionnaire ressources humaines, j'accompagne le salarié de son entrée dans la structure jusqu'à sa sortie. Je dirais que la retraite se prépare dès le premier jour. Je m'explique. La retraite est basée sur quoi? Les cotisations patronales et salariales. Quand je dis dès le départ, c'est s'assurer que son employeur réellement s'acquitte de ces obligations-là. Et comment le salarié peut le faire? Dès qu'il a ses premières fiches de paye, les 3 premières, les 6 premières, voire les 12 premières, il se rapproche de l'organisme qui s'occupe de lui, s'il est dans le public ou dans le privé, oui, pour vérifier que réellement son employeur le fait. Parce que c'est après 30 ans de service, lorsque nous voulons les accompagner à monter le dossier, moi je suis dans le privé, donc c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, oui. Lorsque nous voulons les accompagner, que nous nous rendons compte, qu'ils se rendent compte, ces salariés-là, que telle structure n'avait pas reversé leurs droits. Malheureusement, sur la fiche de paye, il n'y a pas le numéro d'affiliation de l'entreprise et eux-mêmes, la fiche de paye ne retrace pas les éléments de cotisation qui ont été. Donc, dès le début, à chaque fois qu'il y a un changement d'emploi, je pense qu'il faut aller se renseigner si réellement on est affilié, si la structure est affiliée et si la structure a reversé les droits. En tant que RH au Bénin, j'ai été victime de ça. J'ai fait 3 ans dans une structure et c'est moi, c'était même pour les cotisations des enfants. J'ai voulu faire mon dossier et c'est à ce moment-là, après avoir quitté la structure, que je me suis rendu compte que mes droits n'avaient pas été régulièrement payés. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan dès le départ. Dès le départ. D'accord. Voilà. Monsieur Bocheko, est-ce que ça a été pareil chez vous? Dès le départ, vous aviez conscience qu'il fallait prendre en compte ces éléments-là? Non, en réalité, ce que dit madame relève, n'est-ce pas, de la forme classique de la gestion de l'administration. Donc, ce n'est pas de la volonté du retraité ou du candidat à la retraite. Qu'on soit clair. Vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire, il y a ce que l'État prélève sur votre salaire pour assurer votre pension. Indépendamment de ça, vous pouvez vous engager dans d'autres structures qui vont vous permettre à la retraite d'arrondir un peu, n'est-ce pas, vos calculs. Oui, vous parlez, oui, allez-y. Mais ce qui est retenu et qui vous est retrocédé par la suite comme pension, on a du mal à en parler. Parce que c'est sur ça que vous gérez, et vous-même, épouse, enfants, la famille, les amis, les contradictions sociales, parce qu'elles sont nombreuses. C'est compliqué. Donc, pour vous, une préparation à la retraite ne devrait pas être axée sur la pension? Non. Pas que sur cette pension. D'accord. Pas que sur la pension. C'est vrai, dans l'élément témoin que vous avez passé tout à l'heure, des gens ont dit, c'est pour mieux gérer la retraite qu'on a commencé à faire des maisons à louer. C'est une belle chose. C'est une très belle chose. Mais il y a encore un hic là. Lequel? Il faudrait avoir la chance de vous retrouver avec des locataires suffisamment responsables. Oui. Loin de là, vous pouvez même vous acheter une ferme
et commencer. Mais vous ne pouvez pas être commissaire de police comme moi ou inspecteur de l'enseignement et être à la fois à la ferme, être dans votre travail et en même temps à la ferme. Donc vous devez vous confier ça forcément à quelqu'un. Comment ça se gère? Voilà les problèmes qui reviennent. Lorsque vous êtes libre pour vous-même, pour gérer vos propres affaires, vous vous rendez compte que j'ai investi, c'est pour mes vieux jours, mais en réalité, basta. Bien. Et pour vous, quelle devrait être la façon efficace de préparer sa retraite? La façon efficace de préparer sa retraite, de mon point de vue, de votre expérience, disons que il y a l'accompagnement de l'État, il y a l'action de l'État, d'accord, avec le prélèvement à la source pour la pension après. Il doit avoir, de mon point de vue, si ma parole devrait être parole d'évangile, l'accompagnement de l'État. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous dit, vous êtes à la retraite, c'est un peu comme si on vous livre à la nature. Mais s'il y avait un accompagnement, on dit, il va à la retraite tel jour, l'État le récompense ou sa structure, la structure qu'il a servi tout le temps, lui octroie peut-être un 500 000, un 200 000, un 1 million, ça va lui permettre de prendre, je ne sais pas, un peu... Mais ça doit venir à la veille de la retraite, alors que la préparation vient un peu plus tôt. Même si on lui donne des millions, est-ce qu'à cette étape-là, ça ferait véritablement, contribuerait véritablement à faire quelque chose, à changer sa situation à la retraite? Préparer la retraite, c'est ce qui me gêne un peu. Parce qu'en réalité, parler de cette thématique va vous renvoyer d'abord au salaire. Oui. Et à la gestion du salaire. D'accord. Aux contradictions sociales. Parce que c'est fort de ce que vous gagnez comme salaire que vous allez dégager un peu tous ces éléments-là et retenir quelque chose pour être en train de préparer. Mais si vous dégagez tout et vous n'avez plus rien, c'est là où je dis, lorsque vous n'avez plus rien, à la retraite, si on vous trouvait quelque chose, ça pourrait vous permettre juste de vous lancer en attendant. Madame Kenom, est-ce que vous êtes de ce point de vue, est-ce qu'il faut accompagner à la veille de la retraite, il faut que la structure accompagne, ou au-delà du traitement administratif que vous avez énuméré, sur le point de vue social, qu'est-ce que l'employé qui travaille devrait faire pour qu'à la retraite, ils se disent, j'ai bien préparé mes jours professionnels et mes jours sans travail? Merci beaucoup. Je crois que la question, elle est personnelle. Se préparer pour la retraite, oui, mais l'État peut accompagner. Monsieur a parlé d'assurance et l'indemnité de départ à la retraite. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une structure, qui part peut-être avec 50 millions, savez-vous que les impôts vont prendre entre 15 et 19 millions? Et c'est 36 millions qui va rentrer dans sa poche. Si cette personne-là n'a pas prévu ce qu'elle va faire avec l'argent, qu'elle ne l'investit pas, qu'elle ne le fructifie pas, cet argent-là va servir aux dépenses courantes si il ou elle a des enfants en bas âge. Et au final, je suis désolée, elle ne va pas rentabiliser. Alors, qu'est-ce qu'il est suggéré de faire? C'est d'anticiper sur 10, sur 15, 10, 5 années, une année. Qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là? À la retraite, d'accord. Le dernier jour, vous avez travaillé, on vous livre, mais vous n'êtes pas incompétent. Est-ce que vous savez que vous êtes une ressource, une très grande ressource pour conseiller ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Vous êtes peut-être dans la sécurité. Je prends quelqu'un qui est un comptable à la retraite, par exemple. Il peut accompagner ces jeunes structures que nous avons aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs, à tenir une comptabilité. Ça leur permet de sortir ces jeunes retraités-là, de transmettre leur savoir, donc d'avoir une vie, de ne pas rester enfermés, mais en même temps, ça accompagne ces jeunes-là parce qu'ils sont largués, ils ne savent pas comment se passe une comptabilité et ils pourront bénéficier de conseils avisés. Mais nos structures ou notre organisation administrative aujourd'hui ne reconnaît pas la valeur de ces personnes-là qui vont à la retraite. Du coup, elles attendent, une fois à la retraite, elles se demandent vers quelle... Elles vont se tourner, Oui, voilà.
Oui, je suis entièrement d'accord avec madame. Et le X, c'est que on se rend compte de son rôle de conseiller lorsqu'on n'est plus en activité. C'est ça. Est-ce vrai? Oui. Moi, je suis instructeur à l'école de police. Je passe tout mon temps à expliquer à mes jeunes policiers. Et la retraite, c'est maintenant. Ne dites pas que vous êtes à l'école, vous avez le temps de chercher ici, chercher là. Non, 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 non. Commencez. Puisque moi, j'ai vécu la situation, je l'ai vécu avec d'autres personnes, donc c'est l'occasion pour moi d'attirer leur attention. Voilà, on le fait. À quel Même aux moment enfants. on définit son projet de vie de retraite? Parce qu'on peut commencer à 5 ans, après 5 ans, à réfléchir à la retraite sans véritablement trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on définit? Quels sont les éléments sur lesquels on peut être policier et à la fin ne plus vouloir continuer dans la police, ne plus vouloir être inspecteur, ne plus vouloir être enseignant? Comment est-ce qu'on trouve véritablement ce qu'il nous faut? Comment le trouver? Ça, c'est une question personnelle. C'est une question personnelle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, bon, je suis à l'orée d'une quarantaine d'années, mais déjà 23 ans d'activité professionnelle. Je me dis, il me reste 7-8 ans. Mais moi, je sais déjà que lorsque ça va tomber, je n'aurai pas les 60 ans, mais je vais débrancher, je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je vais m'occuper de moi-même. Parce que le doyen en a parlé tout à l'heure, il a dit, c'est pas en activité qu'on commence à mener des activités entrepreneuriales, agricoles, on va confier à des personnes qui sont mal intentionnées et on se retrouve à investir pour ne rien avoir. C'est-à-dire qu'on essaie de se conserver un peu de la vie, de vigueur et ensuite on raccroche assez tôt, ne pas être grabataire pour partir, ne plus pouvoir rien faire. On se donne un peu d'énergie et à ce moment-là, on accompagne ce qu'on veut faire. Vous avez une ferme, je ne pense pas qu'à 50 ans, 55 ans, vous serez grabataire. Non, c'est là que vous allez partir, que vous allez porter. Vous avez des amis qui également sont à la retraite, qui sont comptables, qui sont financiers, qui sont RH. Vous bénéficiez de toutes leurs expériences là pour faire grandir quelque chose. Et pourquoi pas, la grâce de Dieu aidant, vous avez des enfants qui prennent le pouls, qui ont peut-être envie de vous accompagner dedans. Vous les insérez, vous vous jouissez d'une retraite et puis eux aussi, ils sont contents et tout le monde est content. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. D'accord. Parlant d'enfants, dans l'élément, on a entendu quelqu'un dire qu'il faut investir sur les enfants et espérer qu'à la retraite, en retour, ils puissent s'occuper de vous. Est-ce que ça, c'est une bonne préparation de la retraite? Bon, je ne suis pas dans cette logique-là, moi. C'est un devoir moral, un devoir légal pour vous, pères, de vous occuper de vos enfants. Si vous leur avez donné la vie, vous avez l'obligation de vous occuper et ne pas forcément espérer quelque chose en retour. Mais ce que moi je vais peut-être dire par rapport aux enfants, c'est que cela entre dans la préparation psychologique de la retraite. C'est qu'il ne faudrait pas, au soir de sa retraite, se retrouver avec des morpions, des enfants au cours primaire. Moi, j'ai plein de collègues qui sont dans cette situation. Moi, j'ai des enfants. J'ai 2 enfants qui sont aujourd'hui encore à l'université, mais c'est les yeux de la tête. Mais il faut prendre en considération le fait que certains ne commencent pas très tôt le boulot et on attend d'avoir une situation stable avant de faire des enfants. C'est peut-être pas de leur volonté. Je suis entièrement d'accord, mais il faut de la mesure en toutes choses. Parce que vous devez pouvoir vous dire, je suis inspecteur de police. Au bas mot, au soir de ma retraite, si je gravissais régulièrement les échelons, je peux atteindre tel niveau. Et de ce point de vue-là, je peux être à temps. Mais cette planification, nous ne la faisons pas souvent. Quand on travaille, on embrasse tout à la fois. On ne réfléchit pas véritablement. C'est pourquoi j'ai salué tout à l'heure cette émission. On ne fait pas ces réflexions-là. On se lance dans tout et on se surprend généralement d'être déjà au soir de sa carrière. Oui.
Là, on a parlé beaucoup de préparation sur le plan financier. On dirait, est-ce que la préparation ne se fait que sur le plan financier? Quelle est la place qu'on accorde à la famille? Quelle est la place qu'on accorde à son partenaire dans la préparation? Est-ce que c'est un élément à prendre en considération? Oui, c'est un élément à prendre en considération, un élément primordial, parce que la retraite va impacter tout le monde. Monsieur l'a dit tantôt, si vous avez des enfants en bas âge, la scolarité des derniers va être difficile. Or, si on a un système où il y a des grands, ils peuvent prendre en charge les autres, oui. Ce n'est pas qu'ils vont contribuer. Un enfant bien éduqué n'a pas besoin d'attendre que son père lui demande de lui venir en aide pour le faire, non. Le papa a peut-être le minimum pour payer la scolarité, mais lui, il prend en charge peut-être la nourriture parce que, pardonnez-moi, je suis chrétienne. La Bible déclare, honore ton père et ta mère et tu auras longue vie sur la terre. Honorer père et mère, ce n'est pas les emmener à la maison. Non, honorer son père et mère, c'est s'assurer qu'ils soient dans les bonnes conditions, que leur santé n'est pas défaillante. Si on peut faire quelque chose, on les accompagne. Et quand vous me parlez de famille, préparer sa retraite, c'est lié à la santé. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui avec notre façon de vivre, où on n'a pas le temps de faire du sport, où nous mangeons tout et n'importe quoi. Avec cette vie de l'Europe qui est en train de nous rattraper, et nous aussi on n'a pas compris. C'est aujourd'hui que, à quelques années de la retraite, on regarde, moi, mes parents, je le vis, hein, c'est des cancers à gauche, à droite, c'est de l'hypertension, c'est du diabète. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est sorti de notre cursus culturel, on a voulu suivre les Européens, à manger à l'européenne, à boire du vin, à faire de belles vies. On ne marche plus aujourd'hui alors qu'avant nos parents marchaient. Et il n'est pas étonnant de se retrouver à la retraite avec des parents qui sont malades alors que les grands-parents sont encore vivants, robustes et en pleine forme. Donc la retraite, c'est toute notre vie qu'elle devrait être préparée. Oui, je suis vraiment en phase avec Madame Kenom. Et je voudrais aborder deux petits points à ce sujet. Allez-y. Ça dit que votre retraite engage votre famille. Nous sommes d'accord. Et la première personne, de mon point de vue, et au regard même de ma spiritualité, parce que je suis chrétien catholique aussi, c'est votre épouse. C'est elle qui doit vous accompagner véritablement dans la saine gestion de votre carrière. L'exemple, c'est quoi? Lorsque vous mettez quelque chose à sa disposition, pendant que vous êtes dans la figure de vos activités, et elle sait de fructifier cela, l'activité revient pour vous les deux pendant que toi, tu n'es plus en activité. Première chose. Mais lorsqu'on se dit, c'est l'enfant de mon oncle, c'est l'enfant de, on investit tous azimuts. La considération sociologique de notre fait que on remarque avec beaucoup de regrets que cela, c'est un peu comme un investissement perdu. Nous sommes d'accord. Le deuxième aspect que je vais aborder, c'est par rapport à l'alimentation. Et cela rentre en ligne de compte dans les conseils que nous sommes amenés à donner dès la prise de fonction, dès le passage. Même pas de la prise de fonction, depuis la maison déjà. Parce que vous voyez, là, le repas, la nourriture qu'il faut prendre, les activités sportives, le comportement social. Parce que, au-delà même de la nourriture, votre comportement influe déjà sur votre retraite. C'est ça. Excusez-moi, nous sommes pleinement en Afrique, avec nos réalités. Si vous êtes le commissaire tout-puissant, c'est vous qui partagez des billets. Est-ce que vous voyez, vous allez défier les gens comme vous le voulez. Si on vous met ce que le Yoruba appelle Djokodje, on te met ça, tu traînes ça toute ta vie. Donc il y a que, on doit pouvoir se dire, attention, la fille ne prend pas fin à ce que je fais là. Donc il y a notre comportement social, il y a notre alimentation. Il ne faudrait pas forcément chercher à
à vouloir paraître comme les autres. On doit aller, on mange shawarma, on mange... Non, 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 non. Il faudrait réguler tout ça. Oui. Est-ce qu'un prolongement est-il bénéfique? Il y a des personnes qui, à l'approche de leur retraite, demandent un prolongement parce qu'elles ont peur de la retraite. Est-ce que c'est bénéfique? Non, il n'y a pas de prolongement avec la loi. Hein. Oui. À 60 ans, c'est révolu aujourd'hui. Oui, 60 quand on ans. n'a pas encore 60 ans et qu'on a fait les 30... Oui, oui, quand on a fait les 30 ans de service, est-ce qu'on peut prolonger? Je pense que oui. La loi nous donne la possibilité de continuer. Oui. Mais continuer toujours à un employeur à travailler. À la retraite, c'est le quart qui est perçu, hein, parce que l'assiette, c'est les 15 dernières années qui est prise en compte. Alors que ce temps-là, on peut le prendre et aller en entrepreneuriat, faire quelque chose, suivre sa chose, même si c'est juste vendre de la bouillie. Vous savez, tout le monde boit de la bouillie le matin. Tout le monde mange du riz. Et pour nos chers papas, ils peuvent conseiller être, je ne sais pas, vous êtes commissaire de police, accompagner une structure dans la sécurité, par exemple, pour inculquer les règles de sécurité à ces structures-là qui pullulent aujourd'hui à Cotonou, mais qui n'ont pas le minimum. D'accord, nous allons suivre la capsule du sage et on revient pour conclure la discussion. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que le gouvernement, c'est un cri de cœur, qu'il fasse tout pour prendre vraiment en charge les personnes de troisième âge. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, beaucoup d'enfants, mais d'autres n'en ont pas. Il faut que les personnes de troisième âge qui n'ont pas de gens à côté pour les aider, pour les assister, que le gouvernement crée quand même un environnement pour pouvoir aider ceux-là. Je ne sais pas s'il en existe de bonne qualité parce que là, il faut des personnes bien préparées pour pouvoir s'occuper, assister vraiment les personnes de troisième âge. Voilà, c'était la capsule du sage, un appel au gouvernement à mieux considérer la question des personnes de troisième âge. Monsieur Bocheko. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Non, parce que je suis entièrement d'accord avec elle. Et si notre voix peut porter, si cette émission peut permettre aux décideurs de se rendre à l'évidence que ceux-là qui ont servi la République tout le temps partent de ce service-là et je ne sais pas, tout amorti, il doit pouvoir faire quelque chose. Et c'est là où son appel, je rejoins votre... Oui, je vais porter ça haut et fort parce qu'ici, on n'a pas d'organisme de retraite. Nous n'avons pas de structure pour les retraités, pour les accompagner. Et la plupart des personnes âgées de cette génération, beaucoup ont des enfants à l'extérieur. Il y a l'argent. Nous avons l'argent pour envoyer, pour qu'on s'occupe de nos parents. Mais nous n'avons personne de formé pour s'occuper de nos parents. Nous avons peut-être envie de les regrouper quelque part. Ça veut dire du soin, ça veut dire les nourrir. Quand on fait ce budget-là, c'est un minimum de 300 000. Nous avons des personnes âgées qui vivent dans des maisons à étage tout seuls. Est-ce que l'État ne pourrait pas penser à cela, demander de l'aide, comment ça se passe à l'extérieur, pour mettre en place ce système-là, qu'on puisse regrouper les personnes qui sont seules, utiliser ces maisons-là dans lesquelles ils sont, pour les utiliser en rente viagère, pour financer leur vie là, avoir une infirmière par exemple, qui va les accompagner. Il y a tout cela. Donc, je suis d'accord avec vous. Madame Kenom, pour finir, comment se reconvertir quand on est dans la préparation de la retraite en quelques secondes? Comment se reconvertir dans la retraite? Se reconvertir, faites ce que vous aimez faire et vous n'aurez pas l'impression que vous travaillez toute votre vie. Si vous êtes toujours passionné par votre travail, mettez-le à contribution pour un entrepreneur. Merci beaucoup, Monsieur Bocheko. Quel est l'élément sur lequel vous mettrez un point d'honneur dans la préparation, pour finir? Un point d'honneur sur la préparation de la retraite. De la retraite, c'est comment se réinvestir.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette discussion. Ariane Dogué, épouse Kenom, vous êtes gestionnaire des ressources humaines. Denis Bochekpo, vous êtes commissaire divisionnaire à la retraite et vous avez été enseignant également. Merci à tous les deux d'avoir contribué à la discussion. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur ETélé.